Nous sommes de retour à l'Arena Eugène Lalonde pour les compétitions du 1000 mètres en patinage de vitesse. François Riopel en compagnie de Robert Dubreuil. Robert, on a eu droit à quatre compétitions dans les 4 catégories chez les filles un peu plus tôt aujourd'hui. Et là, on va passer chez les garçons. Est-ce qu'il y a quelque chose de différent qu'on peut s'attendre chez les garçons dans les courses qu'on va avoir? Pas vraiment. Même distance, 1000 mètres, 9 tours. Comme je le disais, au fur et à mesure que l'âge va vieillir, un peu plus de maturité physique, bien sûr, va faire en sorte peut-être que les courses vont être légèrement plus rapides, mais sans plus. Je pense qu'on va s'étudier. On l'a vu un peu là en début de course. Certains optaient pour une course plus rapide, se donnant l'espoir peut-être d'aller chercher une place en finale par les temps, parce que chaque gagnant de qualification se mérite une place en finale là où sont distribuées les médailles en après-midi. Mais on peut aussi accéder à la finale par les temps d'une catégorie à l'autre selon le nombre de vagues. C'est soit le temps le plus rapide ou les 2 temps les plus rapides. Donc, ça peut faire partie de la stratégie. Chez les garçons, on va avoir 4 vagues dans chacune des catégories. Donc, ce sera un participant, comme on dit, 1+1 pour les qualifications. Donc, le gagnant de chaque vague et le meilleur temps total par la suite. Le meilleur 5e, on pourrait dire, là, c'est ou le meilleur 2e, là, peu importe. Le meilleur 2e, je pense qu'on pourrait plus l'appeler. En fait, François, t'es maintenant en train de devenir un expert. En termes de patin, on dit 1+1. Et les gens de patinage de vitesse savent évidemment de quoi on parle, mais là, puisqu'on s'adresse à un public plus large, bon, il faut l'expliquer, évidemment. Oui. J'apprends vite quand même. J'apprends vite. J'ai un bon professeur à côté de moi. Donc, ça va bien de ce côté-là. Alors, les patineurs qui devraient revenir dans quelques instants devraient amorcer les qualifications. Pendant qu'on attend, peut-être une petite précision là, sur l'incident qu'on a eu là, chez les 15 ans, un peu plus tôt. Il y avait eu un carton jaune qui avait été donné. Qui a été distribué à la patineuse de la région de Montréal, la jeune Guy. En fait, ce qu'on nous a expliqué, là, j'ai des informateurs sur place là, pour essayer de suivre tout ça. Il y a eu deux fautes pénalisées qui méritaient une pénalité par la même patineuse et automatiquement, par définition, ça bifurque vers où ça mérite un carton jaune. Peu importe les fautes en question. Donc, ce sont les arbitres là, qui ont jugé ces fautes-là et qui distribuent le carton jaune par la suite, là, qui sort la patineuse de la distance, si on veut. Là. Donc, est-ce qu'elle va pouvoir participer aux autres épreuves? Probablement la finale D à ce moment-là. Non, je crois qu'on verra. Ce détail-là m'échappe. Malheureusement, je vais quand même valider le tout, mais certains, ça n'entachera pas ces autres épreuves. On ne parle pas d'un carton rouge à ce moment-ci, on parle d'un carton jaune. Puis le carton jaune, on l'a vu distribuer. C'est une mesure qui a été reprise. On connaît très bien les cartons en soccer, là, évidemment. C'est une mesure qui a été reprise d'un autre sport. Là. C'est pas le carton jaune et rouge ne proviennent pas de notre sport, mais qui permet de donner une certaine gradation, si on veut, dans les pénalités qui sont distribuées. Une simple pénalité, ensuite un carton jaune, un carton rouge, c'est plus grave, si on veut, comme je vais quand même mentionner que je ne vois pas le nom de normalement, je pense qu'un carton sort le patineur de l'épreuve, mais elle pourra revenir demain aux 1500 mètres. Oui. Et si je ne m'abuse, je voyais dans les notes pour la jeune Guy en cours de course un peu plus tôt. Je vais aller vérifier, mais je pense que son objectif des Jeux du Québec, c'était de faire la finale aux 1500. Donc, elle pourra se reprendre demain. Oui. Je pense que c'est là-dessus que les entraîneurs et la jeune athlète devra se concentrer pour se repropulser vers d'autres épreuves. Parce qu'on peut en parler maintenant. Il y a 2 autres journées de compétition aussi. Donc, demain, le 1500 mètres et par la suite, vendredi, le 500 mètres. 500 mètres, va être un peu plus... par excellence dans notre sport, en patinage courte piste et en patinage longue piste également. Donc, c'est la course la plus rapide, évidemment.
On va être ici d'ailleurs au rds.ca pour le 500 mètres. Et il y a une autre compétition qu'on n'a pas parlé encore, le relais 2000 mètres on devrait avoir la qualification aujourd'hui en fin de journée. Demain, en fin de journée, après le 1500 mètres, il y aura la demi-finale. Et par la suite, la finale vendredi soir, là, en fin de journée également. Donc, qui va... Le mix, c'est une nouvelle épreuve olympique qui est introduite aux Jeux du Québec. Alors, c'est parti chez les garçons maintenant dans la catégorie des 12 ans. On débute avec présentement de Laval, Félix Beauregard qui est premier, suivi d'Éloïc Gilbert des Laurentides, Alexis Legault du Centre du Québec qui est troisième, mais qui va passer deuxième, là, qui est tout près de passer deuxième, et Xavier Sansfaçon de Montréal par la suite. Legault qui vient de passer au deuxième rang derrière l'athlète de Laval, Félix Beauregard. Beauregard qui est toujours premier. On complète le deuxième tour. Et pour ces patineurs qui sont les plus jeunes, on a moins d'expérience des Jeux du Québec, évidemment, que lorsqu'on est rendu à 14 ou 15 ans et qu'on a eu peut-être des opportunités, soit en patinage de vitesse, soit dans d'autres sports. C'est toujours Félix Gilbert de Laval au premier rang, suivi de Éloïc Gilbert des Laurentides, Legault de Centre du Québec qui est troisième. On aura donc 4 vagues de patineurs. On voit le patineur de Laval en tête qui surveille, regarde lui-même. Évidemment, il y a des entraîneurs là, qui peuvent tenter d'aider le patineur à se situer. Et là, on a il y a eu une chute. C'est l'athlète de Montréal, Xavier Sansfaçon, là, qui a entraîné Alexis Legault dans sa chute également. Les deux semblent s'être relevés. Et on amorce, je crois, est-ce qu'on est dans le dernier tour de cette course? C'est Félix Beauregard, donc, qui est toujours premier. Là, on devrait être dans le dernier tour. Et pour Beauregard, une qualification qui semble sans histoire pour lui. Oui, alors, qui termine? Les Laurentides vont terminer deuxième, et là, avec Gilbert qui va terminer donc deuxième. On aura Alexis Legault par la suite qui va terminer sa course. Legault et Sansfaçon, les deux qui ont chuté, là. Et donc, pour Éloïc Gilbert, un temps d'une 47-2, ce sera le temps à battre pour accéder à la finale A par la suite pour ceux qui n'auront pas remporté leur vague. Alors, on va revoir justement les images de cette course. On voit ici, là, je pense que c'est ici qu'on a vu la chute. On a frappé un cône, un bloc qui délimite le parcours. Et souvent, ça va donner un petit choc sur la bottine du patineur. Et on a vu le patin qui a vibré un peu et ça a déstabilisé le jeune athlète. Donc, Félix Beauregard qui remporte sa vague. On va passer à la vague B dans quelques instants. On aura... Et c'est ça, on a vu la camaraderie entre les deux athlètes, les deux jeunes athlètes après la course. Moi, c'est ce qui me fait chaud au cœur comme responsable de fédération, de voir l'esprit sportif entre les jeunes, et puis les jeunes s'apprécient, se félicitent, s'encouragent. Jerry Ma de la Rive-Sud avec le casque numéro 1, Samuel Richard Morin de la Capitale-Nationale, Ryan Handley du Lac-Saint-Louis et Alessandro Vignoto du Sud-Ouest. Immédiatement, c'est Ma qui prend les devants de la course, suivi de tout près par Richard Morin de la Capitale-Nationale et Vignoto qui vient de prendre le 3e rang à Handley. Ma qui est toujours en tête. On est à 11 secondes 5 lors du dernier tour. Henley qui a noté auprès de sa région qu'il souhaitait terminer dans le top 10 dans le classement général. Donc, ce qui m'amène à dire que les jeunes arrivent ici en tentant de se fixer des objectifs par rapport à la compétition des Jeux du Québec. Chacun aura son objectif personnel, évidemment. Et là, il vient de dépasser, Vignoto vient de dépasser
le coureur Jerry Ma au premier rang. Et là, c'est Samuel Richard Morin là, qui vient de prendre tout le monde de vitesse, mais Ma qui vient de reprendre la tête. On s'échange la tête dans les derniers tours. Et c'est Jerry Ma là, qui vient de prendre quelques distances de son poursuivant Samuel Richard Morin. Encore 2 tours à faire. Et là, le peloton qui se sépare. Dernier tour maintenant, Jerry Ma qui ne semble pas trop inquiété dans cette vague. Donc, de la Rive-Sud, Jerry Ma qui va remporter la deuxième vague. Samuel Richard Morin va terminer deuxième avec un temps d'une 44,3. Donc, c'est le temps à battre là maintenant. Une 44,3 pour la finale A un peu plus tard aujourd'hui. Nous avons 4 vagues dans cette catégorie. Oui, 4 vagues. Oui, on a 4 vagues, oui, exactement. Donc, 1+1. En fait, chez les garçons, tous les vagues sont... Tous les catégories ont 4 vagues. Donc on est à 1+1 oui, partout. Donc, ça nous simplifie la tâche. Et Jerry Ma là, qui a vu certains opposants lui ravir la tête à un certain moment, ici là, en particulier. Et c'est là qu'il a effectué une poussée pour accélérer et prendre les devants. Dans ces courses, François, l'idée est d'aller chercher une place en finale pour tout le monde. Tout le monde a le même objectif, dans le fond. Mais c'est de le faire en dépensant le moins d'énergie possible. Parce que si on laisse l'énergie sur la table en matinée, ben on en a moins en après-midi. Oui. Donc, il y a tout cet aspect-là aussi à valider. On essaie de le faire en se gardant un peu d'énergie. Alors, on y va avec la troisième vague du Saguenay-Lac-Saint-Jean. À l'intérieur, Dominique Maltais. De la Côte-Nord, Loïc Marin. De la Mauricie, Jules Proulx. Et de Richelieu-Yamaska, Théo Leblanc. Et c'est Proulx et Maltais là, qui s'échangent la tête au premier virage. Et Maltais toujours qui conserve la tête, suivi de Proulx et de Théo Leblanc. Par la suite, Leblanc qui vient de prendre la deuxième place, mais on est côte à côte dans le virage. Et c'est extrêmement serré. Jules Proulx qui ne donne pas sa place. Et on poursuit. Et là, finalement, Leblanc là, qui s'est installé devant. Et on a un peloton à 3, là, ici. Maltais, toujours premier, suivi de Leblanc et de Proulx. Et on voit que le patineur du Saguenay-Lac-Saint-Jean semble vraiment plutôt relax là, dans son coup de patin. Donc, va attendre probablement un peu avant d'accélérer. Installe peut-être le rythme de course et là, on accélère un peu. Les deux athlètes de Richelieu-Yamaska et de Mauricie qui tentent de le surprendre. Et Maltais là, qui met les gaz, on accélère avec encore 3 tours à faire maintenant. Maltais qui est toujours devant et qui a vraiment des tours beaucoup plus rapides là, maintenant que le reste de la course. Oui, en 10 secondes, 7 dixièmes, on est environ une demi-seconde par tour plus rapide que ses poursuivants, donc bénéficie d'un avantage important. Dernier tour, Dominique Maltais qui est toujours en tête. Et on le voit ici, là, on conserve ses énergies, on donne des coups de patin, mais pas des coups de patin francs comme on peut voir là, en accélération. Oui, en fait, à très haut niveau, au niveau international, les droits se passent tellement vite qu'on conserve parfois les patins, les lames sur la patinoire. Alors on pousse, on ramène avec le patin sur la patinoire, on repousse, et tout ça se fait dans une fraction de seconde parce que on voit les temps autour à 10 secondes, 5. On a vu un 9.9 un peu plus tôt, mais à très haut niveau, dans un 1000 mètres, on finirait le 1000 mètres en 8 secondes 5 dixièmes, 8 secondes 2 dixièmes, très très rapide. Donc c'est le bout droit passe en l'instant, en une fraction de seconde. On voit une perte d'équilibre là, du patineur de la Mauricie. Oui. Et c'est... je vais essayer de revoir, là, j'ai pas vu les patineurs qui auront terminé deuxième et troisième. On va voir ça un peu plus tard. Pendant ce temps, on aura notre quatrième vague
qui sera composé de l'Estrie à l'intérieur avec le casque numéro 1, Arnaud Leclerc. Laurent Paquet de l'Est du Québec par la suite en numéro 2. Jérémy Desrochers, numéro 3 de Lanaudière. Et numéro 4 de Chaudière-Appalaches, Olivier Paquet. Alors, les patineurs qui viennent s'installer à la ligne de départ. Et est-ce qu'il y a un point désigné sur la ligne où s'installer ou c'est simplement on doit être dans l'ordre et... On doit être dans l'ordre, mais on voit juste en arrière de la ligne. Oui. Là, on avait une meilleure prise de vue un peu plus tôt. On le verra un peu plus tard, mais il y a des points sur la patinoire pour identifier la position 1 est là, la position 2 est là. Là, on a un faux départ. Un faux départ, je crois, de la part de Laurent Paquet de l'Est du Québec. Est-ce que c'est un faux départ permis après? Oui, au niveau international, on a maintenant une situation où le patineur serait pénalisé, serait disqualifié, mais à ce moment-ci, on relègue le patineur. Alors, on lui permet de courir, mais on le relègue en deuxième ligne lorsqu'on fait un faux départ. Là, il n'y a plus de marge de manœuvre pour personne. Alors, c'est parti, la dernière vague chez les 12 ans, chez les garçons. Et malgré le faux départ, Laurent Paquet qui tente de venir reprendre tout le monde par l'extérieur. Et ça a presque réussi. Est-ce qu'on va pouvoir l'avoir dans la ligne droite? Il est deuxième et réussit à prendre l'intérieur. Beau début de course pour Laurent Paquet après avoir été relégué derrière après le faux départ. Oui, à une certaine époque, on permettait un faux départ par patineur et il y a des courses qui étaient reprises 3, 4, 5 fois. Et c'est pour ça, là, à un moment donné, ça faisait beaucoup de reprises de course. Et maintenant, on a réduit cette réalité-là. Comme je le disais, même au niveau international, Yann, il n'y a plus de marge de faux départ. Tu es pénalisé, un peu comme dans certains autres sports, en athlétisme notamment. Tu ne peux pas faire de faux départ, c'est aussi simple que ça. Dans notre cas ici, on est un peu permissif. Et là, ben, le jeune Paquet en profite. Laurent Paquet qui est toujours premier, mais se fait dépasser par Arnaud Leclerc. Et Arnaud Leclerc qui vient de prendre ses distances là, des deux autres poursuivants. Leclerc donc premier, Laurent Paquet deuxième, Jérémy Desrochers troisième. Et il y a une belle écart qui se creuse là, entre la première et la deuxième place. Laurent Paquet qui vient de glisser troisième. Jérémy Desrochers qui a pris la deuxième place. C'est extrêmement serré là, pour la deuxième place. On est au dernier tour de cette course, de cette quatrième vague chez les 12 ans. Et de toute évidence, Arnaud Leclerc attendait son moment. On l'a vu dès qu'il a décidé d'accélérer. Il était dans une classe à part dans cette vague. Arnaud Leclerc qui termine premier, Jérémy Desrochers qui termine deuxième avec un temps d'une 44,9. Ce ne sera pas suffisant. Ça devrait être donc Samuel Richard Morin qui aura la cinquième place de cette finale, lui qui a eu un temps d'une 44,343. Donc Félix Beauregard, Jerry Ma. Pardon, je vais le revérifier. Jerry Ma, oui, Dominique Maltais et Arnaud Leclerc qui vont accéder à la finale, qui seront accompagnés par Samuel Richard Morin. On va revoir cette dernière course en images. Et on a vu le Laurent Paquet qui avait parti derrière en raison du faux départ, qui est venu dépasser tout le monde après 2 tours. Oui, une stratégie intéressante. Manquait peut-être un peu d'énergie à la fin, mais il ne pourra pas se blâmer de ne pas avoir essayé. Et donc, c'est l'expérience qui entre pour le jeune Paquet. Alors, on passe maintenant chez les 13 ans, chez les garçons. On a 17 patineurs dans cette catégorie. On va débuter avec le dossard numéro 1, William Sanson de la Mauricie. À côté de lui, Guillaume Poirier de Chaudière-Appalaches, Olivier Tardif des Laurentides, David Fong de l'Outaouais et Jean-Mathieu Truchon de la Côte-Nord. Et c'est parti immédiatement, c'est Olivier Tardif qui prend les devants de la course. Olivier Tardif qui
vient de terminer son premier tour devant les poursuivants, mais ça se rapproche, là. Derrière, il y a William Sanson et Guillaume Poirier là, qui sont tout près. On voit l'aisance de certains de ces patineurs déjà âgés d'1 an de plus vieux. William Sanson, sans contredit, l'un des grands favoris de sa catégorie d'âge. Patineur qui a pas mal tout raflé sur son passage dans les dernières années, dont cette année dans son groupe d'âge. Donc, il sera à surveiller, patineur de la Mauricie. Olivier Tardif qui est toujours en tête, mais suivi de très près par William Sanson et Jean-Mathieu Truchon. Truchon qui tente de prendre l'extérieur. Est-ce que ça va payer pour lui? Mais là, c'est Sanson qui vient de prendre les devants. Truchon qui est tout près, qui est deuxième. Et Tardif qui vient de glisser au troisième rang. Ça se poursuit. Et on voit l'aisance du coup de patin, la technique sans effort apparent de William Sanson, de très bons virages. Et évidemment, là, il y a un patineur à qui on a repris un tour. C'est toujours hasardeux là, lors du dépassement de ne pas s'accrocher. Est-ce que c'était Jean-Mathieu Truchon, je crois qu'on a vu. Et au final, William Sanson qui va l'emporter pour la Mauricie, un temps d'une 33,8, donc très rapide. Beaucoup plus rapide, effectivement, que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. C'était la première vague des 13 ans. Oui. Voyons voir ce que les autres vont accomplir. Et on l'a vu, 1 minute 33, sans immense effort de la part. Et là, est-ce que le 1 minute 33 est bon si on met 1 minute 49 J'ai l'impression qu'il y a peut-être eu un problème avec les chronomètres. Là. Ça a été... il y a eu beaucoup de... Mais chose certaine, dans son cas, le temps n'est pas important puisqu'il a terminé le premier. Il faudra voir le temps du deuxième. C'est ça, exactement. Est-ce que le 1 minute 49 est bon pour la deuxième place? Il faudra voir. Ça me semble un peu lent. Il me semble que la course était quand même plus rapide que ce que... Moi, j'ai l'impression qu'il y a peut-être eu un petit problème parce qu'à un certain moment donné, les positions ne se mettaient pas à jour. Là. On a pris du temps avant de voir l'athlète de la Mauricie, William Sanson, arriver premier. Donc, on aura accès aux résultats officiels un peu plus tard. Ça devrait arriver dans les prochaines minutes. On passe à la deuxième vague maintenant. Zach Dano du Lac-Saint-Louis sur le couloir intérieur. Nicolas Laframboise de Laval. Antoine Bégin des Laurentides et Louis-Xavier Pigeon de Bourassa. Et c'est parti, Pigeon qui prend les devants de l'extérieur, qui s'amène premier au premier virage. Suivi par la suite d'Antoine Bégin de la Nodière, Zach Dano du Lac-Saint-Louis qui est troisième et Nicolas Framboise de Laval qui est quatrième mais qui va prendre l'intérieur et s'amener troisième. C'est une vague très serrée jusqu'à maintenant. Oui, avec un certain rythme également. Donc, je pense qu'on ne veut pas laisser la qualification par les temps trop ouverte. On semble avoir peut-être quelques difficultés. 4 secondes, point 8, ça n'existe pas comme temps autour en patinage courte piste, même chez les champions olympiques. On n'est pas rendu là. On va laisser les officiels regarder tout ça de leur côté. Pendant ce temps-là, c'est Louis-Xavier Pigeon toujours qui est au premier rang pour Bourassa. Et c'est Zach Dano là, qui vient de prendre la tête et qui accélère vraiment tout en vitesse, qui prend ses distances de Nicolas Laframboise de Laval maintenant qui est deuxième. Alors, on poursuit. Zach Dano toujours du Lac-Saint-Louis qui est en tête. Laframboise deuxième. Je crois avoir entendu la cloche de la du dernier tour. Donc, Zach Dano du Lac-Saint-Louis qui va l'emporter. Et Nicolas Laframboise de Laval qui va terminer deuxième. Je vous inviterai à ne pas vous fier là, à ce que les graphiques... Puce, les positions qu'on voit au bas de l'écran on utilise les puces électroniques que les patineurs portent. Alors, est-ce qu'il y a un problème d'onde? Est-ce que les informations se rendent au système ou encore est-ce qu'il y a eu les patineurs portent la mauvaise puce? Est-ce qu'on leur aurait donné une mauvaise puce? On ne peut pas le savoir, nous, de notre côté ici, mais définitivement que ça sera démêlé. Et lorsqu'on voit on ne les voit pas présentement, mais lorsqu'on a une image d'ensemble, on voit un paquet de monde sur des estrades, juste de l'autre côté des matelas sur une plateforme, c'est le centre nerveux de la compétition. C'est là que les résultats sont
sont traités, qu'on recueille les temps. On les voit ici à l'écran. Ouais. Du côté gauche, on a des officiels debout, les officiels de départ, et la table du milieu et la table de droite, ben, on a les responsables des résultats. Oui, parce que j'assume qu'on doit avoir des systèmes de secondaires là, au cas où on a des problèmes comme ça. D'ailleurs, sur la première vague, là, ça a été corrigé. Guillaume Poirier qui a terminé deuxième avec un temps de 1 minute 34. Donc, la troisième vague qui est en cours chez les 13 ans, on a du Saguenay-Lac-Saint-Jean, numéro 1. Nathan Laberge, numéro 2 de Montréal, Raphaël Esparbès. De la Rive-Sud, en 3, Sacha Réaume, et de Richelieu-Yamaska, numéro 4, qui est à l'intérieur ici, Noah Pouliot. Et on reviendra sur l'équipement un peu plus tard, mais petit fait notoire, le patineur Esparbès, son père est un Olympien des Jeux d'Atlanta en judo. Oh. Patrick Esparbès, qu'on salue. Évidemment, là, comme parent, il doit s'adapter à un autre sport, le patinage de vitesse. Alors, une course à carte est déjà, avec les 2 premiers tours, quand même relativement lent. On s'est observé. Le 1 minute 34 est impossible. Ils ne pourront pas rattraper le temps établi dans la première vague. Donc, on va se battre au sens figuré, bien sûr, pour la première position. Alors, c'est Sacha Réaume de la Rive-Sud qui est au premier rang et qui se fait dépasser par Esparbès de Montréal qui vient de prendre les commandes de la course. Nathan Laberge qui vient de ravir le 2e rang à Réaume. Encore un peu plus de 2 tours à faire à cette course. Esparbès toujours qui est au premier rang. Laberge au 2e rang pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean qui est tout près et ça va être une belle fin de course. Oui, on sent que le patineur du Saguenay-Lac-Saint-Jean pourrait tenter un dépassement. Dernier virage, est-ce que Esparbès va tenir bon? Et ce sera très serré au final, mais c'est en effet Esparbès qui a remporté la vague. Mais du Saguenay-Lac-Saint-Jean, là, Laberge qui était très serré, a été très près du patineur de Montréal. Donc, j'ai hâte de voir les temps finaux officiels qui vont nous indiquer à quel point c'était serré là, entre les deux. Jeune Esparbès célèbre, il avait l'objectif de la finale en tête et a bien protégé sa première place en fin de course. On l'a vu, il s'est fait rattraper par le patineur du Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais a résisté, le patineur Laberge, Nathan Laberge du Saguenay-Lac-Saint-Jean, a résisté à sa remontée dans les 2 derniers tours. On y va avec la dernière vague chez les garçons de 13 ans. On voit, François, à droite de l'officiel de départ, au-dessus du cône orange derrière les matelas, on voit une boîte blanche. Ça, c'est le chronomètre principal, le système de chronométrage et de juge d'arrivée principal, c'est le photo finish. C'est ce qui est utilisé comme source première. Par la suite, les autres systèmes sont des systèmes secondaires, dont les puces électroniques. Alors, c'est parti pour la dernière vague. Au premier rang, Olivier Leclerc de l'Est du Québec, suivi de Thomas Maillot du Centre du Québec, Emery Bouchard de l'Estrie et Philippe Tanguay qui est maintenant 3e de la capitale nationale, et l'athlète de l'Est du Québec, Olivier Leclerc, là, qui vient de prendre une sérieuse avance dans ce début de course. Est-ce qu'il va pouvoir maintenir la cadence? C'est un départ canon, ça reste à voir. Il s'agit d'une stratégie intéressante, mais il s'est fait rattraper. Il devra préserver son énergie parce qu'il y a 2 patineurs derrière lui. Là. Alors, vient de se faire rattraper. Donc, Leclerc de l'Est du Québec, Bouchard de l'Estrie et Tanguay au 3e rang de la capitale nationale. Et on voit que le patineur Bouchard de l'Estrie attend son moment. Et c'est Tanguay, là, maintenant, qui vient de prendre la tête. Suivi de Bouchard de l'Estrie. Leclerc vient de glisser au 3e rang, mais c'est extrêmement serré à mi-chemin dans cette course. Il reste 3 tours maintenant. Évidemment, Leclerc de l'Est du Québec a dépensé beaucoup d'énergie au départ de la course. Alors, possible que la fin de la course soit un peu plus difficile et c'est ce qu'on voit présentement.
Toujours Philippe Tanguay de la capitale nationale qui est en tête. On entend la cloche. Dernier tour de cette dernière vague chez les 13 ans. Et on sent que Bouchard, là, il veut tenter quelque chose. Est-ce que les deux ont chuté? Emery Bouchard de l'Estrie qui va terminer premier, mais j'ai hâte de voir. Et Tanguay qui n'est visiblement pas content de la situation. Est-ce qu'il pourrait avoir une pénalité pour ce qui a amené la chute des deux coureurs? Ce sera à voir. Mais pour l'instant, là, les résultats non officiels. Bouchard qui termine premier pour l'Estrie, suivi de Tanguay deuxième. Donc, Tanguay est évidemment déçu. Il s'est fait... il a eu contact, il s'est fait un peu accrocher, est tombé à la toute fin de la course. Et on voit les arbitres qui discutent, justement. On va sans doute aller revoir la reprise. On va revoir les reprises dans quelques instants. Et regardez juste ici, ça a commencé ici, là, les deux qui se sont accrochés. Et Bouchard là, qui a réussi à demeurer debout, mais c'est ici là, que ça a commencé. Lors du dépassement, le patineur de Centre du Québec avait un tour de retard sur ses poursuivants et il a créé un certain écran. Les deux patineurs de tête se sont fait surprendre et il y a eu collision. Alors là, le jugement de l'arbitre est à déterminer est-ce qu'un des patineurs de tête a nuit à l'autre et comment, évidemment. Mais tout ça a été provoqué lors du dépassement du patineur, comme on le disait au début du virage, oui. Donc, ce serait de voir comment que les arbitres vont juger la situation. Pas facile. Donc, à ce moment-ci, définitivement que la reprise vidéo permet de prendre une décision plus solide. Parce qu'on va revoir la situation 3-4 fois jusqu'à temps qu'on soit certain de la prise de décision. Et on regarde la reprise ici, là. Les officiels là, qui ont, j'assume, eux ont leur caméra aussi là, placée de façon stratégique, ou est-ce qu'on utilise les mêmes caméras qu'on a ici? En général, on a tendance à vouloir prendre les caméras. Lorsqu'on a de la web diffusion ou de la télédiffusion, on cherche surtout à prendre les mêmes caméras pour avoir des décisions où le public également est capable de suivre. À un certain moment donné, on avait des circuits fermés pour les officiels. Et on s'est rendu compte, notamment dans les grands événements aux Jeux olympiques, que les reprises n'étaient pas les mêmes. Et là, les gens se posaient des questions. Pourquoi l'arbitre a pris telle ou telle décision, alors qu'à l'écran, pour le grand public, on voyait autre chose. Donc, on s'est resserré. À ce moment-ci, je ne sais pas exactement quels angles ils ont. Mais en général, c'est ce qu'on recherche. Lorsqu'on a une compétition régulière au Québec, on utilise le système déjà en place pour la web diffusion et il est possible parfois, à certaines époques, on a ajouté des caméras, mais ça devient difficile à suivre lorsqu'il y a un public de prendre des images différentes. Parce qu'évidemment, même avec un système de reprise vidéo, le tout n'est pas infaillible. L'angle des caméras, de la prise de vue peut influencer la prise de décision des arbitres dans certaines circonstances. Alors, on passe à la catégorie des 14 ans maintenant. On aura 18 patineurs cette fois. On débute avec du Lac-Saint-Louis à votre droite, Ali Zoubir, suivi de Donovan Ward de Chaudière-Appalaches, Samuel Tremblay de la Côte-Nord, David Abel de la Mauricie et Charlie Haché de la Rive-Sud. C'est parti chez les 14 ans maintenant, la première vague qui est en cours et on a l'athlète du Lac-Saint-Louis qui prend la tête, mais c'est extrêmement serré au deuxième rang et au troisième rang. Zoubir en premier, Haché pour la Rive-Sud deuxième et Abel de la Mauricie qui suit tout près. Alors, mes informateurs sur place à l'Arena m'informent que dans la course précédente, le patineur Thomas Mayotte, dans la courbe, a changé de voie de l'extérieur vers l'intérieur et Philippe Tanguay a été avancé, le patineur de Québec qui menait à l'entrée du virage, qui était déçu, on se souvient, en rouge. Et donc, la capitale nationale a été avancée en finale là. Il se dirigeait vers la victoire, justement. Il était en tête, effectivement. Oui, donc, on a jugé là, que le contact lui a nui sérieusement là, dans sa quête d'une place en finale là. Alors, c'est maintenant David Abel de la Mauricie qui est au premier rang. Ali Zoubir, deuxième pour le Lac-Saint-Louis. Donovan Ward de Chaudière-Appalaches qui est troisième. Mais c'est extrêmement serré. Il y a Samuel Tremblay qui est tout près pour la Côte-Nord. Et là, on a joué un peu du coude. On est en train à l'intérieur un peu.
Et Zoubir qui vient de reprendre le premier rang. Il y a eu une chute, il y a 2 patineurs là, qui ont chuté. C'est David Abel et Samuel Tremblay. Oui, il y a pas mal d'actions dans cette course. Abel, qui avait l'expérience des Jeux du Québec, ayant patiné à Rivière-du-Loup, qui a fini dans les matelas, malheureusement pour lui. Et Ali Zoubir qui va remporter la première vague avec un temps d'une 35,7. Donovan Ward qui est tout près deuxième avec une 36 et 0. Et on va voir là, les patineurs qui suivent par la suite. Mais donc, Ali Zoubir qui accède à la finale A un peu plus tard cet après-midi. On va revoir les images de cette course dans quelques instants. Zoubir qui pratique plusieurs sports selon les notes reçues, pratique l'athlétisme, le soccer. Ce sont ses premiers jeux. Il est champion canadien de l'Est en 2023, donc un des favoris probablement de son groupe d'âge, et on voyait son aisance dans le tracé. Et c'est une chute non provoquée du patineur de Mauricie, qui, en chutant, a entraîné dans sa chute. On voit... Oh non, elle était provoquée par contact de lame. La deuxième image nous a permis de bien saisir. Et ça, dans ce temps-là, est-ce qu'on va mettre la faute peut-être sur... Là, c'est toujours une question de jugement d'arbitre. Est-ce que le geste a été fait pour nuire ou c'est accidentel? Et là, ben, si on juge qu'il y a une nuisance sur le patineur, comme on le disait un peu plus tôt, il pourrait y avoir surclassement. Et là, on devra juger dans quelle finale... pour être surclassé en finale A, normalement, on devait être en position de se classer dans cette finale. Donc, un patineur qui était en 4e place, qui se fait accrocher par le 5e, puis qui avait un demi-tour de retard, ne devrait en principe pas se faire surclasser en finale A, puisqu'il n'était pas en voie de se classer en finale A. Donc, ça reste à voir. On va voir la façon que les arbitres vont juger le tout. Alors, les patineurs de la prochaine vague qui s'amènent dans quelques instants. On continue à réviser là, ce qui s'est passé. On a fait une réparation. Oui. Lors de la chute, on a brisé la glace en plein tracé. Donc, on se doit de prendre le temps de bien réparer la glace. On est à Sherbrooke, on le rappelle, évidemment, les Jeux du Québec sont à Sherbrooke. Probablement dans l'un des endroits au Québec les plus aguerris en matière d'événements. C'est un aréna qui accueille 8-10 compétitions par année, dont plusieurs compétitions provinciales et nationales à chaque année. Donc, on est capable de bien réparer la patinoire. En général, c'est des conditions bien rapides ici à Sherbrooke. Les patineurs aiment venir patiner ici. Évidemment, le temps en patinage courte piste n'est pas si important de façon générale. On parle d'un sport davantage de position, mais malgré tout, de faire son meilleur temps personnel, c'est toujours une référence intéressante, et puis ça demeure un record personnel ou un record. Il y a des records canadiens en patinage de vitesse également. Alors, on a eu un faux départ. On a William Lavertu du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Maxime Rioux de Montréal, Lucas Fournier de l'Est du Québec, Thomas Boulris de Sud-Ouest et Benoît Michaud de la Capitale-Nationale. C'est Boulris qui a causé le faux départ. Et c'est donc parti pour la deuxième vague. Rioux et on a un rythme très lent en ce début de course. Et on l'a vu tantôt avec le patineur de l'Est du Québec, le fait d'être relégué en deuxième ligne n'est pas si important au 1000 mètres, encore moins au 1500, mais aux 500 mètres, ça pourrait être désastreux parce que le départ est extrêmement important. Même la position sur la ligne est importante. Plus on est à l'intérieur, plus on a l'avantage, plus on est à l'extérieur, ben on a les opposants à notre gauche avant d'entrer dans le virage, donc c'est plus difficile. Donc d'être sur une deuxième ligne aux 500 mètres vendredi, ça ne sera pas avantageux du tout, là. Alors Maxime Rioux de Montréal qui est en tête présentement, Lucas Fournier de l'Est du Québec qui est deuxième, William Lavertu du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui était troisième et qui vient de décamper, a vu son ouverture et a réussi à prendre le premier rang, s'était fait dépasser même, avait été relégué quatrième et là il est premier. Lavertu, Rioux et Fournier, les trois premiers dans cette course. Mais Rioux de Montréal ne s'est pas fait
trop surprendre. Il a pu rattraper l'écart et là, va attendre son occasion. On le voit qu'il est derrière. Il laisse un peu d'espace, toutefois. Je pense que le patineur du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Lavertu, William Lavertu, veut mettre une pression. On va tenter de prendre l'intérieur, là, et Lavertu qui s'est rabattu. Rio qui est toujours deuxième. Dernier tour dans cette course. Lavertu. On a moins de 10 secondes là, lors du dernier tour pour les deux patineurs. Lavertu toujours. Est-ce que Rio va pouvoir dépasser? Ça va être très serré et on s'est même accroché quelque peu. Mais Lavertu qui va terminer deuxième, c'est extrêmement serré. On a une 45-8, une 45-9. Et les deux qui, quand même, se félicitent. Ils ont aimé leur course, c'est ça. C'est ça qui est important, dans le fond. Évidemment, chacun n'a peut-être pas atteint... le patineur en deuxième place aurait bien aimé inverser les rôles, mais quand même une belle course de qualification. On revoit le départ de la course et les meilleurs moments. Ça a été une des courses les plus serrées. Là, au final, les deux qui ont été très près l'un de l'autre. Et peut-être juste pour rappeler, la puce de détection, est-ce que c'est où est-ce qu'elle se situe? Elle est aux chevilles. Elle est aux chevilles. Elle est attachée par un velcro, un contourne la cheville. Et donc, ce n'est la pointe de la lame et le temps officiel du patineur est pris à partir de la pointe de la lame et c'est avec le photo finish, la caméra blanche dont on parlait un peu plus tôt, qu'on va aller chercher cette information. Donc, il peut y avoir un décalage de quelques millièmes de seconde, évidemment, puisqu'on n'est pas à la pointe de la lame avec la puce. Les lames sont tous la même longueur, donc c'est plus facile d'extrapoler le temps officiel. Oui, en fait, les lames ne sont pas tous de la même longueur. Okay. On peut avoir un demi-pouce, quelques centimètres de différence. C'est apparent, François, oui. Tu n'es pas complètement erroné, mais on peut avoir des lames, souvent on utilise encore les pouces malheureusement, là, mais des lames de 16 pouces et demi, 17 pouces et demi, dépendamment de l'âge, de la grandeur du patineur, de la force physique et de l'aisance. Certains vont aimer un petit peu plus court, un peu plus long. C'est vraiment personnel. Alors, la troisième vague chez les 14 ans, Olivier Petit des Laurentides, Félix Beaulieu qui est en tête présentement pour le centre du Québec. En troisième, on a Marco Nardelli de Bourassa et en fin de peloton, Mathis Lucier de Lanaudière. Et c'est Beaulieu toujours qui est premier avec Petit au deuxième rang. Une autre vague quand même très serrée. On a beaucoup de vitesse, par exemple, dans cette vague. On a un bon rythme, 10 secondes... .4. Est-ce qu'on avait... j'ai omis de noter la première vague. On avait 1 minute 36. Le deuxième meilleur temps. À suivre. Oui, c'est le temps à battre là, présentement. 1 minute 36, 0,94. Ben, 9 tours en 10 secondes pile, ça fait 1 minute 30. Oui. Donc, on n'a pas beaucoup de marge à aller beaucoup au-dessus de 10 secondes parce qu'immanquablement, le premier tour va être plus lent. On ne fera pas 10 secondes dans le premier tour, bien sûr. C'est Olivier Petit qui est en tête là, pour les Laurentides, suivi de Centre du Québec, Félix Beaulieu. Félix Beaulieu qui recule un peu derrière Petit. Il y a Nardelli là, qui vient lui mettre un peu de compétition. Alors, Petit des Laurentides, pas très surprenant, double médaillé des Jeux de Rivière-du-Loup, or au 1000 mètres d'ailleurs. Dans la catégorie d'âge un an plus jeune, bien sûr. Nardelli, par contre, qui a chuté là, tout juste au dernier virage. Il va quand même réussir à terminer la course au troisième rang, mais va devoir peut-être être relégué là, dans les finales, peut-être C ou D, là, un peu plus tard aujourd'hui. Donc, Olivier Petit qui va terminer premier pour les Laurentides. On revoit les meilleurs moments de cette course. Ça va nous mener par la suite à notre dernière finale, notre dernière vague, plutôt, je devrais dire, chez les 14 ans. Alors, je rappelle Donovan Ward, là, présentement, qui a le temps à battre pour la dernière place en finale A, un peu plus tard aujourd'hui. Les finales A qui vont débuter à 13h51. Mais auparavant, là, de midi 5 jusqu'à environ 13h20, on aura les autres finales B, C et D dans les différentes catégories.
sera avec vous aujourd'hui. On aura d'autres compétitions de patinage de vitesse. On aura une chaîne, la chaîne 6, je crois, qui aura les 1500 mètres demain. Et par la suite, on sera ici sur la chaîne, numéro 1 vendredi pour le 500 mètres et la finale du relais 2000 mètres. On passe donc à la dernière vague chez les 14 ans. Olivier Bessette de Laval, numéro 1. Zach Pelletier de l'Estrie, numéro 2. Émeric Bachand de Richelieu-Yamaska, numéro 3. Et Jacob McLellan de l'Outaouais en 4 à votre gauche. Alors, c'est parti, la dernière vague chez les garçons dans la catégorie des 14 ans. Et c'est McLellan qui prend les devants de la course immédiatement pour l'Outaouais, suivi derrière d'Olivier Bessette de Laval, Émeric Bachand de Richelieu-Yamaska qui vient de prendre le deuxième rang. Émeric Bachand qui complète le quatuor. McLellan toujours premier. Bessette de Laval, médaillé d'argent au 1000 mètres l'an dernier aux Jeux de Rivière-du-Loup. C'était sa seule médaille selon les notes dont on dispose. Donc, c'est un patineur qui, sans doute, aime cette distance, a des beaux souvenirs tout au moins. Voudra sans doute répéter ou peut-être même faire mieux, aller chercher l'or, pourquoi pas. Il vient d'aller chercher le premier rang là, dans cette vague. Il a pris l'extérieur et va prendre quelques distances de Jacob McLellan. On a McLellan et Pelletier ici et c'est la chute de la part de Zach Pelletier. Patineur local de l'Estrie. Oui. Alors, Bessette là, qui accélère, qui a pris les devants de cette course. C'est vraiment une bonne distance. Va fort probablement rallier le fil d'arrivée en premier. Et ce sera derrière, là, ça va être intéressant de voir McLellan et Bachand là, qui sont au coude à coude pour tenter de terminer au deuxième rang. Olivier Bessette, donc, qui termine sa vague et qui va accéder à la grande finale. Un temps d'une 36. Une 37-1. Ce ne sera pas suffisant. Ce ne sera pas suffisant, malheureusement, pour battre le 1.36 94 de Chaudière-Appalaches. De Chaudière-Appalaches. Donc, Olivier Bessette qui accède à la finale dans cette course chez les 14 ans. Alors, on aura donc Olivier Bessette. Pendant qu'on revoit les images de cette course, on aura Ali Zoubir du Lac-Saint-Louis, William Lavertu de Saguenay-Lac-Saint-Jean, Olivier Petit des Laurentides, Olivier Bessette de Laval et Donovan Ward de Chaudière-Appalaches qui seront en grande finale chez les 14 ans. C'était très serré dans le virage. On a vu même un petit contact. Probablement qu'il n'y aura pas de sanction là-dessus. Évidemment, chaque patineur ne doit pas nuire à ses concurrents, ses adversaires, mais dans une course de 9 tours, si on est en peloton, il va y avoir quelques contacts qui vont être permis par les arbitres. Tant qu'il n'y a pas trop de nuisances, je pense que ça va être toléré. Tout le monde sait fort bien qu'il n'y a pas beaucoup d'espace et que si on sanctionne tous les contacts, mais on va peut-être se retrouver sans résultat à la fin, puisque ça arrive parfois que tous les patineurs ont fini par en toucher à un autre de différentes façons. Tant que c'est pas majeur, je pense qu'on va le permettre. Là. On va se retrouver avec des finales à 2 coureurs. Oui, c'est exactement. Et puis bon, là, il y aurait d'autres problèmes face à. Et dans ce temps-là, la médaille de bronze va à qui? À nous? On a déjà vu des finales être mis en finale B. Il faudra voir les Jeux du Québec. Malheureusement, je maîtrise peut-être pas le dernier détail, le dernier règlement, s'il y a un règlement particulier face aux Jeux du Québec. Mais c'est très peu fréquent avec 5 patineurs généralement. Peut-être 1 ou 2 pénalités, mais on va avoir nos médaillés en finale là de façon alors, habituellement. Oui. Alors, on amorce la première vague de la dernière catégorie, les 15 ans chez les garçons. Jérémy Bouchard de l'Estrie, qui est le dossard numéro 1. Éloi Paquette des Laurentides, qui vient de prendre le premier rang, qui est numéro 2. En 3e place, maintenant, Victor Groux de Montréal. Dossard numéro 4, Charles-Antoine Boutin de Lanaudière, qui est 4e. Et Mathieu Docherty de Sud-Ouest, qui est présentement 5e. Éloi Paquette toujours premier.
beau peloton à 4. On va se souvenir du temps parce que c'est relativement rapide depuis le début de la course. Et là, on s'échange la tête, donc on maintient le rythme. Évidemment, si c'est le même patineur qui tire en termes de patinage, le peloton tout au long des 9 tours, ben, il pourrait peut-être être un peu fatigué à la fin. Là, il y a un patineur qui décroche un peu. On reste à 3. Alors, c'est Jérémy Bouchard maintenant de l'Estrie qui est au premier rang. Éloi Paquette qui suit. Qui est troisième présentement pour les Laurentides. C'est Victor Gros qui est deuxième de la région de Montréal. Et Jérémy Bouchard là, qui prend ses distances du reste du peloton. Et en principe, à 15 ans, François, on a quelques années d'entraînement de plus que les 12 ans, qui était la catégorie la plus jeune au début. Donc, en principe, faire un 1000 mètres à vitesse soutenue devrait être possible pour ces jeunes athlètes après quelques années d'entraînement un peu plus intensif à l'âge de 15 ans. Alors, Jérémy Bouchard qui remporte sa vague et ce sera... j'ai pas vu malheureusement... Non, on n'a pas l'information donnée par les puces dont on disposait dans les autres catégories. On verra peut-être à la reprise qui aura terminé deuxième. Alors, on le voit ici. 1 minute 32. Victor Gros avec 1 minute 33, c'est très rapide. Donc, c'est le temps à battre jusqu'à maintenant. Alors, pendant qu'on revoit justement les images, il y avait eu un faux départ. Éloi Paquette là, qui avait parti de l'arrière et qui va finalement terminer troisième. Juste pour vous donner un exemple de la progression du patinage courte piste au fil des ans, le record du monde dans les années 80 chez les hommes était d'1 minute 34. Le record du monde. Et là, on est au Jeux du Québec chez les 15 ans et on vient de faire 1 minute 32 en qualification. Donc, on voit l'amélioration, l'écart, l'équipement est meilleur, les jeunes ont toutes sortes d'avantages d'entraînement qui leur permet de progresser. L'essentiel au départ est vraiment la bottine et la lame là, qui font une bonne différence. Là. Alors, dans la deuxième vague du lac Saint-Louis, à l'intérieur, Andy Mihaila. Adrien Marchand, ensuite de la capitale nationale avec le dossard numéro 2. Victor Gauthier de la Mauricie, le 3. Et Samuel Ouellette de Bourassa, le numéro 4. Et on s'échange de part et d'autre là, l'avance présentement. C'est Marchand qui est deuxième pour la capitale nationale. Marchand toujours qui est deuxième. Mihaila qui est premier pour le lac Saint-Louis maintenant. Et le minute 33 vient probablement d'être oublié là, pour cette vague-ci. On est beaucoup plus lent que la vague précédente. Toujours Andy Mihaila du lac Saint-Louis qui est premier. On donne une cadence là, un peu plus lente. On est conservateur. Je pense que les patineurs, bonnet 1, bonnet 2, même en fait, les 4 semblent assez à l'aise dans leur coup de patin. Je pense que non pas Adrien Marchand, mais plutôt Victor Gauthier. Un petit contact ici. Là. Les deux patineurs sont restés debout, mais ça permet à l'athlète de Bourassa, Samuel Ouellette, de s'amener deuxième. Et là, on met les gaz, là, on accélère la cadence. Mihaila toujours premier. Gauthier maintenant qui est troisième. Marchand qui tente de reprendre le troisième rang de Samuel Ouellette. On s'amène, on va amorcer le dernier tour dans quelques instants. Mihaila toujours premier. Gauthier qui suit au deuxième rang, mais en fait qui vient de glisser troisième. Marchand va terminer deuxième. Et Andy Mihaila du lac Saint-Louis qui accède donc à la grande finale, mais il y avait 4 dixièmes d'écart entre les 3 premières positions. Et même Ouellette qui était tout près derrière. Donc une belle course serrée, malgré le temps un peu plus lent que la vague précédente. Une belle course qu'on a eu droit. Oui, on était 10 secondes plus lent, ce qui équivaut à environ un tour lorsque la vague précédente aurait terminé sa course, il aurait resté un tour à cette vague, mais peu importe pour Mihaila. Lui était en tête, savait que ça se jouerait sur la première place et a su accélérer au bon moment et il n'a pas été en difficulté par la suite. Alors, on revoit ici le départ de cette vague. Mihaila qui a pris les devants quand même, a été mené pour la majorité de la course. On a eu un peu d'échange d'avance en début dans les 2 premiers tours.
Mais par la suite, l'athlète du Lac-Saint-Louis qui a pris les contrôles de la course et va accéder à la grande finale A un peu plus tard cet après-midi. On passe à la troisième vague, l'avant-dernière vague de qualification aujourd'hui à l'épreuve du 1000 mètres en patinage de vitesse. De Richelieu-Yamaska, Maxime Pigeon. De Chaudière-Appalaches, Sébastien Beaupré-Boucher, le bonnet numéro 2. Saguenay-Lac-Saint-Jean, Alexis Aymon et Lorient Sortel de Centre du Québec. C'est parti pour cette course, le 1000 mètres. C'est Sébastien Beaupré-Boucher, qui est en tête présentement. On est quand même très lent là aussi, là, on est à 13 secondes, je crois que c'est le premier tour. À 1 minute 33, il est possible que les entraîneurs aillent donner des instructions à leurs patineurs et expliquant on n'essaiera pas le temps, on ne prendra pas de risque de s'épuiser, on va y aller pour la position. Il est possible aussi que les patineurs le décident eux-mêmes. D'un cas à l'autre, là, ça va différer, mais 1 minute 33, c'est quand même un bon temps. Là. Ça prend du rythme dès le début, rythme rapide dès le début. Maxime Pigeon qui vient tout juste de prendre la tête de la course, suivi de Sébastien Beaupré-Boucher, Alexis Aymon qui est troisième, tout près, et Lorient Sortel du Centre du Québec qui est tout près. Il y a une chute là maintenant. C'est Beaupré-Boucher qui vient de glisser dans les tapis. On va peut-être revoir à la reprise plus tard là, ce qui s'est passé. Maxime Pigeon qui est toujours premier présentement. Beaupré-Boucher semble s'être accroché dans Pigeon par l'arrière, de l'arrière. Il faudra voir la reprise. Ça s'est passé rapidement. Dernier tour, Maxime Pigeon qui est toujours en tête, suivi d'Alexis Edmond. Lorient Sortel qui va être troisième, mais qui est un peu loin derrière. Et Maxime Pigeon qui va remporter sa vague avec un temps d'une 36 et 2 dixièmes. Ce fera donc partie de la grande finale A cet après-midi. Et Sébastien Boucher-Beaupré, malheureusement, qui va terminer quatrième. On va revoir les images. On va essayer de revoir ce qui s'est passé lors de la chute. On revoit le départ ici. Une belle course de Pigeon là, qui a pris les devants à un certain moment. Et c'est ici, je crois, là, qu'on aura le contact de lame entre... Les patineurs avaient des tracés opposés, alors que Pigeon sort du virage. Le patineur est un peu derrière. Pigeon file vers l'entrée du virage en se déplaçant un peu vers la gauche. Et le patineur de Chaudière-Appalaches qui s'en allait vers la droite s'est accroché dans l'arrière de la lame de Pigeon. Geste un peu accidentel. La seule chose qui pourrait arriver, ce serait un jugement. Si les officiels jugent que le patineur Pigeon a changé délibérément de tracé pour nuire à l'adversaire, pourraient réfléchir à pénaliser. Mais c'est difficile à dire d'ici. J'aurais tendance à croire que ce n'était pas le cas. Il ne faisait que son tracé et puis, malheureusement, il n'y avait pas de tentative de dépassement non plus. Donc, on voit que la décision a été prise quand même assez rapidement. Alors, notre dernière qualification, notre dernière vague de qualification à cette épreuve du 1000 mètres, on a Johan Perron de l'Est du Québec avec le bonnet numéro 1, Raphaël Caron avec le bonnet numéro 4 qui est en tête maintenant pour l'Outaouais, Mikhailo Goulenok de la Rive-Sud qui est présentement troisième et Justin Duguay de Laval qui ferme la marche, mais c'est quand même très serré là, dans ce début de course et c'est Raphaël Caron là, maintenant qui est premier. Perron, si je ne m'abuse, on avait sa sœur un peu plus tôt qui s'est classée en finale A. Il me semble que le mot de Perron a été nommé lorsque tu as listé les différentes compositions de Vaga chez les filles. Goulenok, maintenant, qui a pris la tête de la Rive-Sud. Mikhailo Goulenov, qui est toujours premier, mais qui se fait rattraper par Yann Perron, qui vient de reprendre la tête. Et on a le numéro 3, Justin Duguay, là, qui s'amène, qui vient d'arriver deuxième. C'est très serré, il a presque eu contact. Et plusieurs dépassements serrés. Les patineurs sont relativement respectueux. On n'a pas fermé la porte. Goulenok aurait pu serrer un peu plus son tracé lorsque Perron l'a dépassé, mais a préféré peut-être se reprendre plus tard.
Donc, et là, ben, ça permet à Perron de remporter la course. Et Yann Perron qui remporte cette course avec un temps d'une 39,4. On va donc revoir les derniers moments de cette dernière course. C'est la pause entre les qualifications et les finales. La pause pour l'heure du dîner. On va revoir les dernières images que vous voyez à l'écran de cette dernière course. Une belle course de la part de Johan Perron. On voit le dépassement dont on parlait un peu plus tôt. C'était très serré, mais ça a été très bien fait par Johan Perron de l'Est du Québec. Et Gallina a préféré ne pas trop coller, peut-être tenter sa chance à la sortie du virage. Souvent, on voit ça, le patineur dépasse par l'intérieur, a de la difficulté à maintenir son virage, et l'autre patineur repasse à l'intérieur immédiatement. Ça ne fut pas le cas pour cette fois-ci. Mais ça fait une belle fin de course pour compléter les qualifications. Alors, chez les garçons, voici la composition de la finale A qu'on verra plus tard cet après-midi. Dans la catégorie des 12 ans, on aura de l'Estrie Arnaud Leclerc, de la Rive-Sud Jerry Ma, de la capitale nationale Samuel Richard Morin, de Laval Félix Beauregard et de Saguenay-Lac-Saint-Jean Dominique Maltais. Chez les 13 ans, on aura de la Mauricie William Sanson, de Lac-Saint-Louis Zach Dano, de l'Estrie Emery Bouchard, capitale nationale Philippe Tanguay et de Montréal Raphaël S. Parbès. Chez les 14 ans maintenant, du Lac-Saint-Louis, Ali Zoubir, de Laval, Olivier Bessette, des Laurentides, Olivier Petit, de Chaudière-Appalaches, Donovan Ward et de Saguenay-Lac-Saint-Jean, William Lavertu. Et finalement, chez les 15 ans, Jérémy Bouchard de l'Estrie, Victor Groux de Montréal, Maxime Pigeon de Richelieu-Yamaska, Johan Perron de l'Est du Québec et Andy Mihaila du lac Saint-Louis. Robert Dubreuil, on a eu droit à de belles compétitions jusqu'à maintenant, de belles qualifications, et je pense que ça promet pour les finales qui vont arriver un peu plus tard aujourd'hui. On devrait, en principe, avoir des courses encore plus chaudement disputées. C'est tout à fait normal en qualification, mais évidemment, les patineurs sont répartis selon les résultats de l'année en cours, et il y a toute une façon, là, je ne rentrerai pas dans les détails, mais toute façon pour positionner les participants. Mais là, on est basé en finale sur les résultats du matin même, oui. Donc le calibre du jour. Il pourrait y avoir des bons patineurs qui sont tombés, ont été pénalisés, mais en général, on devrait avoir les patineurs bien regroupés. C'est l'effet des résultats des qualifications, et les courses vont être très bonnes. Alors, mesdames et messieurs, on est en pause pour l'heure du dîner pour permettre aux patineurs de récupérer un peu en vue des finales BCD qui devraient débuter. Le tout devrait débuter vers 12h selon l'information que j'ai jusqu'à maintenant. Alors, on fait une pause, on vous laisse en image ici jusqu'à 12h et on vous revient pour les finales du 1000 mètres en patinage de vitesse. Vous regardez la 58e finale des Jeux du Québec au rds.ca. Ils sont jeunes, passionnés, déterminés. Avec le programme Tous engagés pour la jeunesse, nous sommes présents pour les aider à faire leur chemin, relever les défis et atteindre leur but. Encourageons les jeunes athlètes à persévérer et à réaliser leurs rêves lors des finales des Jeux du Québec. Ça, c'est une panne. Ça dépanne. Ça aussi, c'est une panne. Ça dépanne. Panne, dépanne. Panne, dépanne. Panne, dépanne. Proxy, ça dépanne.
commencement, quand les souvenirs se créent, que le plaisir devienne passion, que naît le besoin d'adrénaline et l'envie de se surpasser. On vous accompagne à chaque étape de votre vie. Le Carrefour de l'Estrie, avec vous depuis 50 ans.